Bonjour. Alors, bien, de mon côté, je vais vous parler de l'espoir. Espoir, ami qui nous veut du bien ou du mal, ou ennemi qui nous veut du bien ou du mal. Donc, on va décliner espoir et aussi on va parler de l'attente parce que finalement, parfois, on peut faire des petites nuances entre les deux termes. Et donc, à propos d'attente, ben voilà, quelque part, j'espère que vous mettez pas la barre trop haut parce que ce sera notre sujet et c'est un sujet qui parfois peut faire bien souffrir. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil aussi qui peut peut-être me rassurer sur la suite de la présentation. Alors justement, espoir et attente, mais qu'est-ce qu'ils en disent? On va parler simplement des définitions du dictionnaire. Mais l'espoir, en fait, c'est espérer, attendre avec confiance quelque chose. Tandis que l'attente, c'est plutôt une action d'attendre, de compter sur quelqu'un ou quelque chose et donc on va voir que l'attente, ça pourrait être plutôt un ennemi qui veut du mal, tandis que l'espoir pourrait être plutôt un ami qui nous veut du bien. Ça nous permettra de distinguer un peu les 2 termes et de se comprendre. Mais donc on va commencer par quelque chose de positif. L'espoir, l'espoir, fait vivre en tant que moteur de changement, du moment qu'il ne soit pas, une attente, un but conscient, quelque chose qu'on veut atteindre impérativement et donc ça va être plutôt être la définition de l'attente qu'on va plus utiliser peut-être dans notre environnement thérapeutique. Donc l'attente, l'attente, elle peut vraiment mener au désespoir. D'ailleurs, Comte Sponville, dont je vous parlerai peut-être après, le philosophe dit que, c'est une des premières causes, de suicide, c'est que on espère ou on attend un monde, qui, ne correspond pas à ce dont on rêvait. Et donc, l'attente, ça peut être l'attente, par rapport aux autres, l'attente par rapport à soi-même ou l'attente, par rapport au monde justement. Et là, j'ai repris quelques petites citations, de philosophes, qui disent que nous ne vivons parfois jamais, nous espérons vivre, et nous disposant et espérant donc toujours être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Ça c'est Pascal qui nous dit, comme Consponville qui nous dit: «Pour vivre heureux, abandonnons toute attente». En fait, il dit: «Abandonnons tout espoir», mais on va peut-être décliner ça autrement. Alors le mapping est une formidable, synthèse, de ce qu'on peut nommer justement une attente, qui désespère. En réalité, la grande flèche rouge que vous voyez au-dessus, elle montre tout ce qu'on fait, par rapport à nos attentes, qui ne sont pas satisfaites. Donc on a une vision du monde, de soi, des autres, et finalement, on voit que le monde, les autres, ou nous-mêmes ne correspondons pas à cette attente, que la barre n'est pas au bon endroit et du coup, on va tout le temps essayer de se battre pour que ça change et le monde, les autres ou nous-mêmes nous diront: «Beh non, ça va pas comme tu veux». Et c'est ça vraiment qui va, nous permettre, nous en tant que, thérapeutes, d'identifier toutes les TR par rapport à ces attentes. Alors je ne vais pas dire que tous les mappings portent sur l'attente, mais en fait, en gros, c'est quand même, une bonne approche, de décodage. Alors, on va commencer par, voilà, je veux que l'autre change. Donc on attend que l'autre change, et l'attente est portée sur l'autre et elle dépend en partie de moi aussi évidemment et je vais vous donner 2 exemples, voilà de situations assez différentes mais qui sont, finalement, basées sur les mêmes principes. Donc on va voir Véronique, qui a changé de vie depuis la naissance de sa fille pardon, qui est porteuse de handicap et du coup, elle a renoncé à sa carrière. En fait, c'était quelqu'un qui était promise, de par sa famille très carriériste, à, voilà, peut-être faire une carrière brillante. Elle était bien diplômée, elle avait bien commencé, si on peut dire et du fait de la naissance de sa fille, en fait, elle va, faire un autre chemin, elle va commencer à méditer, elle va lâcher prise, elle va découvrir, la joie de vivre dans la simplicité avec son mari et d'être en relation avec sa fille et en fait, ça va l'éloigner de sa famille, en fait, parce que ses parents et ses frères et sœurs, ils comprennent pas, ils voient pas pourquoi elle a arrêté sa carrière, pourquoi elle ne gère pas autrement,
le fait que sa fille soit handicapée. Et quand elle explique, parce qu'elle veut absolument les convaincre, son nouveau chemin, sa découverte de nouvelles valeurs, en fait, ils la comprennent pas, ils lui renvoient même, des propos qui sont parfois très durs. Ils la traitent, d'instable, et du coup, bah, elle se sent rejetée, incomprise, et elle continue à se dire qu'ils doivent absolument la comprendre pour qu'on puisse vivre en harmonie dans sa famille. Elle veut aussi en parler à ses amis, elle va demander conseil, et donc elle va vraiment ressentir beaucoup de tristesse et de colère, par rapport à cette situation où elle se sent, complètement éloignée de sa famille. Bah, donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec, Véronique? Beh, peut-être, simplement lui montrer qu'elle a un but, conscient qui l'amène à toutes ces tentatives de régulation, c'est-à-dire qu'elle veut absolument que sa famille la comprenne, et donc on pourra lui poser comme question: «Et si vous vous disiez que votre famille ne vous comprendrait jamais, qu'est-ce que vous feriez de différent aujourd'hui?» On ne choisit pas ses amis, on choisit ses amis, pardon, on ne choisit pas sa famille. Ça pourrait être, un recadrage qu'on lui propose, et donc à partir de là, entre autres, on va pouvoir lui proposer, une série de tâches. Par exemple, limiter les contacts avec sa famille et en même temps observer comment elle se sent quand pendant un certain temps elle a plus de contact. Ou bien quand elle est en contact avec eux, ne pas parler de sa nouvelle voix et arrêter d'essayer de les convaincre, en leur répondant simplement: «Beh, voilà, vous avez un autre avis sur la vie professionnelle», sans rentrer dans le jeu de la défense, de l'argumentation, de la justification. Favoriser les discussions avec les amis qui partagent les mêmes valeurs pour pouvoir se sentir en phase, en fait, avec d'autres personnes, et cetera, et cetera. Alors ça, c'est Véronique, et maintenant on peut, voir comment Milo va, lui aussi souffrir de, son attente que les autres changent. Donc Milo est professeur dans une haute école, artistique. C'est quelqu'un qui est hyper engagé, qui se sent responsable du bien-être et de la réussite de tous ses étudiants. Et dans son école, beh, il y a beaucoup de déceptions. Il constate en fait que le système ne permet pas aux étudiants de s'épanouir, que les horaires ne sont pas faits en conséquence, qu'on ne prend pas assez en compte leurs difficultés psychologiques, etc. Et donc, il a beaucoup de tristesse de voir que ses étudiants souffrent, qu'ils ne réussissent pas tous. Et donc, il va passer du temps avec eux, suivre des formations pour essayer de les aider psychologiquement, les écouter dans tous leurs problèmes, de désespoir, enfin, divers, et ça va beaucoup lui prendre la tête. Ça va l'amener à ruminer, à réfléchir, et ça va lui prendre énormément de temps aussi, évidemment. Et il voudrait aussi changer le système, en fait, qui permet pas aux étudiants d'être bien. Donc il va s'engager dans des commissions, dans son école, pour essayer de faire changer les choses, et in fine, il va pas être écouté, ses collègues vont le traiter, d'idéaliste et un peu de farfelu, et donc toutes ces tentatives d'essayer de changer vont plutôt le faire souffrir qu'autre chose, parce que les retours vont être extrêmement, négatifs, et donc voilà, il est épuisé, il est au bord du burn-out, et on va à lui aussi peut-être lui poser cette question: «Et si vous étiez certain que l'institution ne changerait jamais, que feriez-vous de différent?» Donc ça, on va l'amener à faire le deuil de l'école idéale pour l'épanouissement de tous, ce qui pourrait aussi peut-être l'amener à un moment à se dire que finalement, l'enseignement ne lui convient plus parce que ça le fait trop souffrir. Mais ça peut aussi l'amener à d'autres choses. On pourrait lui proposer d'abord d'autres tâches, comme par exemple sortir des commissions de changement et s'impliquer uniquement dans sa classe, où il a plus de pouvoir. Plutôt que vouloir suivre tous ces étudiants qui vont mal, les écouter et leur parler, suivre un seul étudiant, comme ça il peut quand même rester dans sa vision, de pouvoir les aider. S'intéresser à une pédagogie qu'il peut pratiquer seul en classe, sans dépendre des autres et de ce que l'institution va mettre en place. Et voilà, pour ouvrir le champ de la satisfaction professionnelle, peut-être faire des sorties culturelles, voilà, voir un peu avec lui, sur quoi il a prise, sur quel changement il peut, avoir un pouvoir d'action, et en tout cas faire le deuil que l'institution pourra changer et qu'il pourra sauver tous ses étudiants. Voilà, et on peut aussi lui faire quelques recadrages par rapport à son épuisement, son risque, d'arrêt de travail, et au fait que
peut-être que ça va être difficile de pouvoir sauver tous ces étudiants. Voilà, ça c'est on pourrait donner tellement d'autres cas, c'est souvent le cas aussi, je les ai pas prises parce que c'est peut-être les plus réguliers, les plus fréquents, attendre que l'autre change, dans le couple, attendre que le collègue change, voilà, on est, très souvent dans des tentatives de régulation, par rapport à des attentes qui sont vaines et donc là vraiment, il va falloir faire des bons 180°. Alors, on peut aussi avoir une attente par rapport à soi. En fait, il y a énormément de gens qui souffrent, et peut-être qu'on peut tous souffrir aussi. Moi, par exemple, j'ai essayé de peaufiner le prési et je me suis battue contre la technologie. Donc, peut-être que là, à certains moments, je ne devais pas mettre la barre si haut. Et donc, on peut se mettre la barre trop haut et ça va aussi faire beaucoup souffrir. Et là, on a vraiment des tentatives de régulation plutôt par rapport à soi-même. Alors, on prend l'exemple ici de Violette, qui est, comme vous le voyez, avocate. Elle a brillamment réussi ses études, elle est fort appréciée au barreau, donc elle est excellente dans sa vie professionnelle. Mais justement, pour elle, tout doit être parfait aussi dans les autres domaines. Donc, si elle n'est pas certaine d'être parfaite, ben, elle va se bloquer ou bien elle va fort stresser d'être mise dans des situations où elle va pas pouvoir être absolument parfaite. Donc, ça va être par exemple quand elle sort, donc c'est pour ça qu'elle vient en consultation, quand elle est en société, dans des soirées, elle est encore assez jeune, Violette, avec des amis, ben, en fait, elle se sent vraiment pas à la hauteur. Elle a l'impression que les autres la trouvent, et c'est peut-être un peu vrai d'ailleurs, rigide, pas marrante, parce qu'en fait, elle pense tellement à ce qu'elle pourrait dire d'intéressant pour être parfaite dans la conversation, qu'elle est bloquée, qu'elle ne parvient pas à dire des choses intéressantes ou carrément pas parler du tout. Hem, Elle va par ailleurs, ne pas entreprendre quelque chose si elle n'est pas sûre que ce soit impeccable. Donc par exemple, du coup, elle va pas spécialement inviter des amis chez elle, parce que, ben, elle n'est pas certaine qu'elle pourra les recevoir, parfaitement. Ou si elle le fait, elle va être extrêmement stressée et donc pas spécialement détendue et agréable. Et donc, elle va aussi avoir beaucoup de ruminations, beaucoup de blocages, se refaire le film de tout ce qu'elle a dit et qui n'était pas vraiment à la hauteur, pense-t-elle. Et donc, elle va peut-être aussi beaucoup lire pour essayer de se documenter, pour pouvoir dire des choses intelligentes. Et donc, elle va garder pour elle toute cette frustration de ne pas être à la hauteur, toute cette peur du jugement, ce stress. Et elle va pas en parler parce que évidemment, ce serait pas être à la hauteur de pouvoir dire qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle ne se sent pas bien, et cetera. Donc on va pouvoir lui proposer toute une série de tâches pour un peu lâcher, sur son perfectionnisme et sur cette barre qu'elle met si haut. Ça peut être par exemple, inviter des amis et préparer un plat, pour lequel elle fait une recette de mémoire, donc qui risque de pas être parfaite, dans son dosage. Ou bien quand elle est dans des soirées, beh, annoncer en fait qu'elle a jamais rien d'intéressant à dire, à part ces histoires de tribunal que tout le monde connaît, et encore. Elle pourrait aussi s'inscrire à une activité pour laquelle elle n'est pas spécialement douée et être confrontée à un peu d'incompétence. Elle peut aussi, plutôt que toujours se regarder et penser à ce qu'elle pourrait dire d'intéressant, regarder les autres en souriant, les observer sans réfléchir à ce qu'elle va pouvoir leur dire. Plus s'intéresser aux autres quand elle les rencontre que s'intéresser à ce qu'elle pourrait dire d'intéressant. Et pourquoi pas parler de ses failles, à ses amis qui critiquent un peu sa rigidité pour se présenter sous un jour, plus accessible, plus sympa, plus fragile, qui pourrait lui permettre de créer une vraie relation. Et donc on peut aussi lui faire quelques recadrages, en lui demandant si en fait les personnes qui l'amusent le plus en soirée sont des personnes parfaites. Peut-être lui dire aussi qu'il faut choisir entre être parfait dans un seul domaine et imparfait dans plusieurs domaines, les deux étant inconciliables, ce qu'elle essaye de faire. Et puis aussi, en parlant de sa peur et de son stress, lui dire qu'il n'y a pas d'attente sans crainte, que nos attentes les plus vives, c'est quand on est mort de peur. Voilà, encore un grand philosophe qui nous rappelle cela. Et donc en fait, si on voit dans nos consultations, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'elles n'arrivent pas
à la hauteur de leurs propres attentes, qui sont souvent, trop élevées et donc elles se créent beaucoup de souffrance. Mais on peut tous parfois se reconnaître là-dedans, évidemment. Alors on peut encore avoir, des situations où les personnes souffrent parce que, le monde n'est pas à la hauteur de leurs attentes et elles voudraient que le monde change. Et je dirais que maintenant, dans le monde actuel, on va en rencontrer beaucoup. On pourrait prendre le cas de Anne, qui est, vraiment dans un grand idéal, de justice, de loyauté, de plus d'humanité, d'écologie. Bah, elle va être anti-vax aussi, by the way. Ça fait partie un peu de son profil et Anne, ben, en fait, elle constate que le monde va mal. Beh, ça, elle est peut-être pas la seule à le constater et donc par rapport à ça, elle se dit qu'elle doit dénoncer, qu'elle doit changer les choses, qu'elle doit avoir vraiment une place d'actrice par rapport à tout ce qui va mal dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dénoncer les décisions politiques, donc elle va être beaucoup sur les réseaux, elle va être, elle va militer, elle va être dans des manifs, elle va aussi, dénoncer les malversations de sa société, elle va se battre contre le vaccin Covid, elle va vouloir imposer ses idées et cetera. Et donc, voilà, beh, qu'est-ce que le monde lui renvoie? Beh, le boulot, en tout cas, elle se fait virer parce que ça plaît pas, qu'elle dénonce noir sur blanc les malversations, surtout qu'elle travaillait dans une association à but social. Elle va, recevoir des réponses très violentes, sur les réseaux où les gens sont pas d'accord avec elle et ils vont l'agresser et surtout elle va constater que tout ce qu'elle fait n'amène pas, de changement de société. Elle veut aussi avoir des problèmes avec ses amis parce que en fait, chaque fois qu'elle les voit, elle dénonce tout ce qui va pas dans le monde et ses amis la trouvent, un peu, lourde, et pénible, et pas marrante, et donc finalement, ils vont plus l'inviter, ils vont l'éviter et elle va se retrouver de plus en plus isolée et elle-même va s'isoler parce que personne ne la comprend et elle va se sentir mal, elle va avoir mal au ventre, et finalement, beh, elle prend de temps en temps des médicaments, pour se calmer, bien qu'elle soit, un peu contre, mais voilà, c'est sa façon de pouvoir gérer ça. Et donc qu'est-ce qu'on va lui proposer comme, tâche? Ben, on va, en tout cas, travailler le deuil du monde idéal. Et donc on va lui proposer, par exemple, tous les jours, d'écrire sa tristesse, sur ce constat que tout va mal. On va aussi pouvoir lui proposer une lettre de colère, parce qu'en fait, elle est en colère, terriblement en colère, contre sa N+1 qui l'a virée et qui avait fait des malversations, contre le monde, contre les politiques, contre les imbéciles. Bon voilà, adieu, elle peut adresser sa colère à qui elle veut, du moment qu'elle puisse se décharger de cette colère, comme ça, plutôt que, beh, en étant, sans cesse en train de, de militer et de s'éloigner de son entourage, par toutes ces colères. On va aussi lui proposer, de contacter ses amis plutôt pour une activité non activiste. Donc, une activité culturelle, par exemple, quelque chose de sympa où on va absolument pas parler du monde, qui va mal. On va aussi lui proposer d'agir dans sa zone d'influence, de voir quelles actions concrètes elle pourrait mener et qui pourraient avoir des résultats, mais qui soient plus modestes peut-être, qu'une lutte pour faire changer complètement le monde. Bref, on pourra lui proposer toute une série d'actions qui vont, dans ce sens-là. Et on pourrait peut-être aussi lui faire la petite citation d'André Comte-Sponville en lui disant que le véritable secret du bonheur n'est autre que le désespoir, en lui précisant que le désespoir, c'est lâcher sur les attentes, qu'on pourra soi-même changer le monde et plutôt, chercher son bonheur dans ces zones, d'influence et dans ce que la vie, nous offre au quotidien. Alors maintenant, on peut, aborder plutôt la question de l'espoir comme moteur, de l'espoir qui fait vivre, donc de l'espoir qui est plutôt un ami. Et là, je vais reprendre encore une petite citation d'un de mes auteurs préférés, c'est qu'on ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques traités sur le bonheur. Du reste, Consponville s'est aussi inspiré de Camus, et que bonheur et désespoir sont fils de la même terre. Donc, à partir du moment où on a accepté que le monde ne correspondrait jamais à nos attentes, on peut lâcher là-dessus et apprécier et savourer
ce qu'on peut découvrir au quotidien dans d'autres choses peut-être que nos attentes. Et là, on va vous proposer toute une série, je dirais d'actions ou d'interactions, thérapeutiques dans le sens où, l'espoir est vraiment un moteur de changement et un moteur thérapeutique. Alors voilà, quelques petites choses qu'on peut proposer à nos patients. C'est par exemple se mettre dans l'énergie de la réussite. Faire comme si on avait déjà réussi quelque chose qu'on voulait entreprendre, même si on n'y parvient pas. Mais déjà, rien que se mettre dans cette énergie-là, on va attirer plus de bonnes choses que si on se met dans l'énergie de l'échec, pour autant qu'on puisse parler d'énergie. On peut aussi se mettre dans l'énergie de quelqu'un qu'on voit réussir et même si on n'est pas ce quelqu'un, ça on va bien sûr le préciser aux patients, on est dans une énergie positive, la réussite, comme on sait, entraînant la réussite, même si c'est pas exactement l'objectif qu'on cherchait, mais au moins il y aura une meilleure énergie. Alors on peut aussi questionner autrement, questionner sur le futur, au futur. Quand vous irez mieux, quand tout ce que vous avez vécu sera derrière vous. Donc plutôt que d'être dans le conditionnel et dans l'hypothèse, on va être dans le futur comme si c'est quelque chose qui déjà se sera réalisé, ce qui donne évidemment beaucoup plus d'espoir aux patients. Alors, on peut aussi utiliser l'espoir même avec quelqu'un qui est dans le deuil, en lui parlant des ressources qu'il a déjà mises en œuvre dans d'autres contextes, en parlant de d'autres personnes qu'il connaît et qui ont été dans la résilience, en parlant de toutes les choses qu'il a déjà pu faire depuis que le début de son deuil et qu'il pourra continuer à faire et à développer. Donc l'espoir peut être aussi thérapeutique dans des situations où on est déjà clairement dans le deuil d'une personne, par exemple. Alors on peut aussi montrer qu'en lâchant les attentes, sur le chemin, on va découvrir beaucoup de choses absolument magnifiques, comme par exemple le confort du lâcher-prise. Quand on dit à des parents qu'ils ne doivent plus tout le temps contrôler tout ce qui se passe auprès de leurs enfants, mais ils vont se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus cool et que finalement c'est assez confortable. Quand on va découvrir le confort de l'arrêt de la lutte, si on arrête de se battre contre toutes les injustices dans le monde d'une façon inutile, on peut à un certain moment avoir, limité son combat à quelque chose de plus simple et se dire que c'est plus confortable de plus avoir les retours négatifs et la colère, qu'on avait. On peut aussi s'ouvrir à d'autres expériences, en lâchant sur, des objectifs qui nous prenaient tout notre temps et énergie, toute notre énergie. Alors, on peut aussi, promettre, quand on propose, des changements, par exemple, à des parents qui veulent absolument que leurs enfants réussissent, mais qui par ailleurs constatent qu'ils sont aussi insupportables à la maison, promettre, une, meilleure relation. Donc on va pas être dans l'attente de la réussite, mais dans la promesse d'une meilleure relation et donc là, on va pouvoir être dans un espoir thérapeutique sur au moins un des 2 champs qui n'allait pas pour les parents, à savoir une relation qui se dégradait avec leurs enfants. Alors on peut aussi, on l'a déjà un peu dit, montrer que l'espoir se trouve dans les ressources que la personne a déjà montrées dans toutes des situations semblables, qu'elle avait déjà vécues ou dans d'autres situations similaires et donc lui montrer qu'elle a beaucoup plus de ressources, qu'elle ne le pense. On va pouvoir dire ça, par exemple, à quelqu'un qui est déprimé et qui dit qu'il ne fait rien et simplement lui faisant le déroulé de sa journée, découvrir qu'en réalité, il fait déjà beaucoup de choses et qu'il en a déjà fait beaucoup avant et donc on va pouvoir, le mobiliser, par rapport à ça. Alors on peut aussi, recadrer sur la capacité de l'être humain à rebondir, à s'adapter et donc semer l'espoir plutôt que des attentes. Donc plutôt que l'attente peut-être, de ce qui n'a pas marché, par exemple, je sais pas, on attendait que, on puisse vivre une vie de couple, avec tel conjoint toute sa vie et finalement ça n'a pas marché. Et on va pouvoir semer l'espoir qu'il va pouvoir rebondir, qu'il va pouvoir trouver d'autres sources, que voilà, il y a peut-être de meilleures, choses qui vont se présenter dans sa vie. Voilà, on peut mettre ça, dans toutes les situations, voilà, de deuil, de rupture que la personne rencontre par rapport à ses attentes.
Alors, beh, là, on l'a déjà dit un peu, plutôt que de parler, d'hypothèses, de conditionnels, c'est affirmer quand vous irez mieux, vous pourrez faire cela, plutôt que si vous allez mieux. Là, on sème de nouveau un espoir thérapeutique. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est amener la personne à visualiser, que ce soit en hypnose ou simplement, en suggestion, comment ce sera quand la personne sera sortie de son problème. Donc vraiment la faire imaginer, parce que d'abord, ça lui permet de concrétiser finalement ce qu'elle attend, vers où elle veut aller et en même temps, ça lui donne, un espoir thérapeutique parce qu'elle peut se voir dans une situation où elle ne serait plus dans la souffrance, qu'elle connaît quand elle vient nous voir. Et alors on pourrait, enfin avant de terminer ça peut-être, on pourrait dire que finalement, beh, une fois qu'on a lâché sur les attentes, en fait, on va pouvoir, vivre et expérimenter, tout ce que la vie peut donner, d'autre que ce qu'on laissait dans notre zone de contrôle par rapport à nos attentes. Parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'on referme un peu l'espace, de l'expérience en étant braqué sur les TR de nos attentes, mais qu'une fois qu'on sort de là et qu'on lâche prise, beh, on peut accueillir au présent ce que la vie nous donne. C'est un peu tout ce que les philosophes, nous avaient, expliqué que bonheur et désespoir, sont fils de la même terre parce que le bonheur, beh, on peut vraiment le trouver à partir du moment où on a lâché prise sur tout ça. Mais on peut quand même dire, petite parenthèse, que toutes les attentes ne provoquent pas des TR et que tout va bien. Je peux attendre que, beh, je puisse rester, toute ma vie avec mon conjoint, je peux attendre que mes enfants réussissent bien et tout va bien. Mais je n'aurais pas dû activer de TR parce qu'ils m'auront pas renvoyé que des choses négatives ou peut-être, grâce à la thérapie brève, j'aurais peut-être pu tout réguler directement et tenir compte de leur feedback pour ne pas rentrer dans des tiers, désespérantes. Voilà, eh bien, j'espère, que ceci a partiellement répondu à vos attentes et si c'est pas le cas, beh, voilà, je lâche prise sur l'objectif que j'attendais, de cette petite présentation et je vous souhaite une belle, suite et de nouvelles découvertes dans la suite de ce colloque et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.